Pendant des siècles, le Japon a vécu ces processus historiques en isolation de l'influence du monde extérieur. Cependant, dans les années 1850, le Japon a ouvert à contre-ségur ses portes à l'Occident, principalement en raison de l'utilisation de la force par les États-Unis. Les États-Unis, en transformant le Japon en un marché ouvert à travers les villes portuaires, ont été suivis par des puissances coloniales telles que l'Angleterre, la Russie, les Pays-Bas et le Portugal. Face à une exploitation croissante par les puissances occidentales, les Japonais ont réagi rapidement. Pour éviter de devenir une proie pour les Européens, ils ont adopté leurs méthodes pour progresser et se développer rapidement. La période de modernisation rapide, qui a débuté avec l'empereur Meiji et a progressé de manière inattendue en un quart de siècle, a transformé le Japon en l'un des rares pays industrialisés en Asie. Progressant non seulement économiquement mais aussi militairement, le Japon a progressivement assoupli les capitulations qui lui étaient imposées. Finalement, le Japon, qui avait orienté sa direction vers l'Europe pour être exploité, est soudainement devenu un redoutable rival en Extrême-Orient. Apprenant à jouer le jeu selon les astuces des changeurs de jeu, le Japon est entré dans la course impérialiste et a initialement testé ce qui lui avait été fait en Corée. La course à l'exploitation de la Corée, qui comptait une population de 10 millions et ne pouvait pas se développer aussi rapidement que le Japon, a créé des tensions parmi le quatuor Chine-Russie-Japon et l'Angleterre. Aucun des pays mentionnés ne voulait perdre la Corée face à un autre. Le gouvernement japonais, agissant rapidement, a cité l'intervention de la Chine dans la rébellion de l'opposition coréenne longtemps soutenue comme raison et a débarqué des troupes sur la péninsule. Cette intervention militaire a évolué en une guerre entre le Japon et la Chine. La guerre a été très courte, et le Japon, l'étoile montante de l'Est, a démontré sa force en vainquant les forces chinoises en de nombreux endroits. À mesure que la situation s'aggravait, les États-Unis, prenant le rôle de médiateur à la demande de la Chine, ont assuré la signature du traité de Shimonoseki entre les deux États en 1895. Avec ce traité, le Japon a obtenu des avantages significatifs, préparant le terrain pour une intervention en Chine et en Corée. La Russie, qui a montré la réaction la plus forte à la victoire du Japon, voulait renforcer son emprise sur la Mandchourie et la Chine, en faisant d'importants investissements dans la région pour en tirer des avantages économiques. Dans le cadre de cet objectif, ils ont persuadé l'Allemagne et la France de se joindre à leur cause et ont demandé au Japon de se retirer de la péninsule du Liaodong. Bien que les Britanniques aient sympathisé avec l'idée d'un Japon fort contre la Russie, le Japon, craignant les trois grandes puissances, a dû se retirer du Liaodong. Après avoir remporté une victoire diplomatique, la Russie s'est concentrée sur l'augmentation de son influence en Chine et en Corée. Pendant ce temps, l'empereur Meiji, indigné par la perte de gains, a commencé à préparer une guerre impériale avec le soutien de l'Angleterre. Les puissances européennes qui ont sauvé la Chine du Japon ne l'ont certainement pas fait en vain. Elles cherchaient à chasser un autre impérialiste de la région et à sécuriser une plus grande part pour elles-mêmes. En 1896, la Russie a conclu une alliance secrète avec la Chine, comprenant des initiatives sur la ligne de chemin de fer de l'Est. Les Russes planifiaient depuis longtemps d'étendre le chemin de fer transsibérien, auquel ils avaient lié leur présence dans l'Est, à travers la Mandchourie jusqu'au rivage de Vladivostok. Avec l'Alliance, ils ont atteint leurs objectifs. À l'époque, le chemin de fer était considéré par les Occidentaux comme un outil fondamental pour pénétrer un pays. Insatisfaite de cela, la Russie a envoyé des troupes à Port-Arthur et à Dalian à la fin de la péninsule du Liaodong l'année suivante, les a loués à la Chine et a obtenu le privilège d'étendre le chemin de fer jusqu'à cet endroit. En 1899, ils ont persuadé le gouvernement chinois d'étendre ces chemins de fer jusqu'à Pékin. Toutes ces étapes ont soudainement fait pencher la balance en faveur de la Russie en Extrême-Orient. Bien sûr, les sauveurs de la Russie, l'Allemagne et la France, ont suivi en Chine. Les Allemands ont commencé à dominer la péninsule du Shandong à l'est, tandis que les Français ont commencé à dominer les vastes provinces du sud.
ce trio a presque déchiré la Chine, obtenant des droits de location sur de nombreux ports, le droit de construire des chemins de fer et le droit d'explorer des mines et des zones commerciales. La réaction la plus sévère à cette parcellisation est venue des Britanniques, qui avaient d'importantes capitulations dans la région et étaient considérés comme la superpuissance mondiale. Lorsque le gouvernement de Londres est intervenu dans les événements et a exercé des pressions sur Pékin, l'empereur chinois, afin de s'équilibrer contre la Russie, a déchiré une énorme partie de son corps et l'a donné aux Britanniques. Avec ce développement, la désagrégation de la Chine a eu lieu, et le pays a été divisé en 4 sphères d'influence. Cette division a finalement suscité une réaction de la société chinoise, et en mai 1900, la « révolte des boxeurs », dirigée par l'impératrice Tsz'u-Esi, a éclaté. Une force de coalition composée de troupes d'Angleterre, de France, de Russie, d'Allemagne, des États-Unis et du Japon est entrée dans la capitale et a réprimé la révolte. Après le calme, les grandes puissances ont imposé de lourdes sanctions à la Chine et ont saisi de nombreuses sources de revenus, malgré le retrait des forces de la coalition. Après l'intervention en Chine, bien que les forces de la coalition se soient retirées, la Russie n'a pas retiré ses troupes de Mandchourie, entraînant une nouvelle crise diplomatique. L'occupation de la Mandchourie a été particulièrement mal accueillie par l'Angleterre et le Japon. Ayant besoin de converger vers un intérêt commun avec la Russie, les deux États ont signé un accord en janvier 1902, décidant d'agir ensemble contre la Russie. Ainsi, les Britanniques obtenaient un outil qu'ils pouvaient utiliser en Extrême-Orient, tandis que les Japonais trouvaient enfin un soutien solide contre les Russes, qu'ils redoutaient depuis longtemps. Après avoir été ouvertement menacés, les Russes ont reculé. Ils ont commencé à retirer progressivement leurs troupes de Mandchourie. Après la première étape de l'évacuation, le tsar russe, succombant aux provocations, a soudainement changé d'avis, il ne renoncerait pas à ses intérêts en Extrême-Orient. Croyant qu'il pouvait résoudre le problème avec une petite guerre en ignorant la force et l'armement du Japon, il a ordonné à sa marine d'être prête au printemps 1904. Les Japonais ont interprété l'attitude russe comme une attaque imminente, agissant de manière préventive, ils ont attaqué Port Arthur le 8 février 1904, lançant la guerre. Lorsque la guerre a éclaté, la Russie avait environ 150 000 soldats dans la région mentionnée à l'est du lac Baïkal, tandis que les Japonais déploieraient environ 350 000 soldats dans la première vague d'attaque. En ce qui concerne les forces navales, le Japon disposait d'une flotte de 74 navires, tandis que la Russie possédait une force navale composée de 99 navires de guerre. La guerre russo-japonaise a été l'un des premiers conflits majeurs du XXe siècle et a incorporé des innovations significatives, notamment dans des domaines tels que l'artillerie à chargement par la culasse, la communication télégraphique, les réseaux ferroviaires, la mobilisation militaire et les mitrailleuses, offrant un aperçu des développements futurs qui caractériseraient la Première Guerre mondiale peu de temps après. Avant d'entrer dans le champ de bataille, jetons un bref coup d'œil aux armes standards des soldats. L'infanterie russe était équipée de fusils Mosin Nagant M1891, tandis que les unités secondaires disposaient du fusil d'infanterie standard de l'ère précédente, le Berdan II M1870, bien que en moins grand nombre. La cavalerie utilisait des versions carabines de ces fusils, étant la cavalerie que les officiers portaient des épées traditionnelles appelées shashka. Les revolvers Nagant M1895 faisaient partie de l'inventaire des officiers. L'infanterie japonaise avait des fusils Arisaka de type 30 à partir de 1895, tandis que les forces de réserve étaient équipées d'anciens fusils Murata M1887. Des modèles de revolvers de type 26 de 1893 ont été remis aux officiers, et des wakizashi katana figuraient également dans les inventaires des officiers et de la cavalerie. L'objectif japonais était d'éliminer les forces russes en mer Jaune et de débarquer leurs troupes sur la côte ouest de la Corée. Pour ce faire, ils devaient neutraliser l'ensemble des 24 navires de la flotte russe, dont 14 étaient situés à Port Arthur. L'amiral Togo, commandant de la marine japonaise,
a initié la guerre avec un raid sur Port Arthur le 8 février 1904. Bien qu'aucun navire n'ait été coulé pendant le raid, il a réussi à bloquer la flotte russe pendant une période prolongée. En même temps, 9 navires japonais ont attaqué le port de Chemulpo, où 2 navires de guerre russes étaient stationnés, dégageant le point pour le débarquement de leurs troupes. Le 12 février, les premières divisions de la première armée japonaise ont débarqué à Chemulpo. Dans les jours suivants, les affrontements navals entre l'amiral Togo et l'amiral Makarov devant Port Arthur se sont intensifiés. Pendant ce temps, les forces japonaises débarquées en Corée se sont dirigées vers la rivière Yalu, où les défenses russes ont commencé, entraînant la bataille de la rivière Yalu entre le 30 avril et le 1er mai. Les Japonais en sont sortis victorieux, traversant la rivière tandis que les Russes battaient en retraite. Après cette victoire, la deuxième armée japonaise a débarqué sur la partie orientale de la péninsule du Liaodong dans le but d'encercler Port Arthur et de couper sa connexion avec l'intérieur. L'objectif a été atteint avec la bataille de Nanshan les 25 et 26 mai, où la deuxième armée japonaise a attaqué la faible défense russe, vainquant l'ennemi et isolant Port Arthur et Dalny du continent. Début juin, Dalny est tombé, achevant l'isolement de Port Arthur. Tandis que les deux parties continuaient d'amasser des troupes dans la région, les Japonais prévoyaient d'avancer par le chemin de fer du sud de la Mandchourie pour vaincre les Russes. Du 14 au 15 juin, la deuxième armée japonaise a lancé un mouvement vers le nord en attaquant le premier corps sibérien. Dans la bataille de Télissu, les Russes, une fois de plus vaincus, ont battu en retraite vers le nord, abandonnant la passe stratégiquement importante de Mossien à la fin du mois. Malgré les tentatives russes de la récupérer début juillet, elles se sont toutes révélées infructueuses. Vers la moitié du mois, alors que les Japonais progressaient lentement mais sûrement dans le nord, ils étaient occupés à prendre les mesures nécessaires pour assiéger Port Arthur, qui comptait 45 000 hommes dans le sud. Pendant ce temps, les Russes essayaient de raviver leur flotte bloquée dans le port, ayant l'intention de rompre le blocus et de naviguer vers Vladivostok. À cette fin, ils ont affronté la flotte japonaise de 60 pièces en sortant 23 navires du port. Lors de la bataille de la mer Jaune, les Japonais n'ont pas pu couler tous les navires russes, mais ils les ont empêchés d'atteindre leurs objectifs, les obligeant à se retirer vers le port. La petite flotte russe qui a mis les voiles de Vladivostok pour se joindre a également été envoyée par le fond de la mer le 14 juin. Après leur victoire en mer, les forces japonaises, ayant longtemps préparé le siège, ont commencé le blocus de Port Arthur le 19 août, exerçant une pression significative sur leurs adversaires. Sur terre, le général Wayama avançait vers Liaoyang avec une force composée de 128 000 hommes d'infanterie, 33 divisions de cavalerie et 170 canons. Il devait être rencontré par la force du général Kuropatkin, comprenant 158 000 hommes d'infanterie, 148 divisions de cavalerie et 609 canons. Malgré les résultats indécis de la bataille de Liaoyang, qui s'est transformée en massacre, les Russes se sont retirés pour se regrouper. Les Russes se sont rapidement rétablis avec l'aide d'unités de réserve, et le 5 octobre, ils ont lancé une attaque initiant la bataille de Chao. La contre-attaque du général Wayama en réponse à l'assaut russe a créé une impasse. Bien que cette bataille, comme la précédente, n'ait apporté d'avantages stratégiques clairs à aucun des deux côtés, les deux commandants n'ont pas hésité à se déclarer victorieux. Dans les mois suivants, la garnison de Port Arthur, résistant pendant environ 5 mois et diminuant à 25 000 personnes, s'est rendue aux Japonais le 2 janvier 1905, infligeant des pertes importantes, y compris 90 000 soldats et 16 navires de guerre. Avec la chute de la garnison du port, la troisième armée japonaise est devenue redondante et a été envoyée vers le nord en renfort. Ainsi, à mesure que l'hiver passait et que les premières, deuxième, troisième et quatrième armées d'Oyama reprenaient de l'ordre, elles étaient renforcées pour affronter les premières, deuxième et troisième armées mandchoues de Kuropatkin et le corps des Cosaques. À la fin de janvier, la bataille de Sandepu, survenue avec une attaque russe, n'a pas donné les résultats souhaités. En conséquence,
les troubles internes et les soulèvements en Russie, déjà en cours, ont été alimentés par cette défaite. Moscou gémissait de désirs révolutionnaires, et les partisans du constitutionnalisme remplissaient les rues. Dans cette impasse, le tsar russe, malgré tout, était convaincu qu'il remporterait la victoire. Alors que les forces de Kuropatkin se préparaient à une offensive de printemps, Wayama, qui avait anticipé les intentions de l'ennemi tôt, a réalisé qu'il devait lancer une attaque et a initié une offensive depuis le sud de Moukden. Dans la bataille décisive de Moukden, où l'impasse n'a pas été rompue, les Japonais, avec 200 000 hommes d'infanterie, 8 000 cavaliers, 924 canons et 179 mitrailleuses, ont affronté les Russes avec 280 000 hommes d'infanterie, 16 000 cavaliers, 1439 canons et 56 mitrailleuses. Bien que n'ayant pas rompu la ligne défensive russe, les Japonais ont infligé un taux de perte de 33% à leurs ennemis, les obligeant à battre en retraite vers le nord à nouveau le 10 mars 1905. Bien que les grandes puissances interviennent pour des pourparlers de paix après cette bataille décisive, le tsar russe voulait voir les résultats de son plus grand et dernier mouvement. Quelques mois plus tôt, en octobre 1904, les Russes, cherchant à aider leur flotte piégée dans le Pacifique et à détruire la marine japonaise pour remporter la victoire, ont mis à la voile la flotte de la Baltique sous le commandement de l'amiral Zinovy Rojestvensky. La tentative russe était quelque peu audacieuse, et si elle avait réussi, l'histoire aurait certainement commémoré cette entreprise. Progressant par deux routes distinctes, autour du cap de Bonne-Espérance et du canal de Suez, la flotte a surmonté divers obstacles, et malgré les obstacles diplomatiques britanniques, a atteint les eaux du nord de la Chine en 7 mois. L'amiral Togo et la marine japonaise ont accueilli la flotte et ses marins épuisés après ce voyage miraculeux. Dans la bataille navale que le monde entier regardait avec impatience, enregistrée dans les livres d'histoire comme la bataille de Tsushima, l'amiral Togo et la marine japonaise sont sortis victorieux, coulant plus de 20 navires et envoyant la flotte de la Baltique aux profondeurs. Ainsi, le dernier espoir du tsar Nicolas II a pris fin. Des défaites successives, des activités révolutionnaires et un mécontentement public ont forcé le tsar à accepter cette lourde défaite. Sous la médiation du président américain Theodore Roosevelt, les parties se sont assises à la table et ont signé le traité de Portsmouth le 5 septembre 1905. Selon cet accord, le Japon a pris le contrôle de la péninsule du Liaodong, du chemin de fer du sud de la Mandchourie et de la moitié de l'île de Sakhaline, tandis que la Russie continuait d'influencer la partie nord de la Mandchourie. Le vainqueur invisible de la guerre était l'Empire britannique, qui, par le biais du Japon, a réussi à stopper l'influence russe dans la région.